Salut. Aujourd'hui, on va vous parler d'un film d'actualité. Il est la suite de Split et d'Incassable. On va bien sûr vous parler de Glass. T'es prêt, Alex? Toujours Quentin. Alors c'est parti. What have you done, Elijah? Cette vidéo sera divisée en deux parties. Une première partie sans spoiler. Pour vous permettre d'avoir un avis général sur le film. Et une seconde partie avec spoiler pour laquelle on affichera un timecode, n'ayez crainte. Avant toute chose, pour bien comprendre ce film, vous devez avoir au moins vu Split. Même si on vous conseille très franchement d'avoir vu Incassable pour pouvoir saisir les motivations des personnages et les enjeux du film. M. Night Shyamalan revient donc au cinéma avec Glass, qui est la suite d'Incassable et de Split, qui vient clôturer 19 ans après sa trilogie. Alors Glass, de quoi ça parle? Et ben Glass, ça reprend là où Split s'arrête. C'est-à-dire qu'on a Kevin, joué par James McAvoy, qui est en cavale et qui est traqué donc par David Dunn. David Dunn, donc joué par Bruce Willis, qui était le héros du premier film. Nos deux protagonistes vont à un moment se faire arrêter et se retrouver dans un asile aux côtés d'Elijah, qui est joué par Samuel L. Jackson, qui était le méchant du premier film. Et donc tous les trois sont suivis par une psychiatre, donc qui est incarnée par Sarah Paulson, qu'on a pu voir dans la série American Horror Story, et qui elle en fait des études en fait sur les troubles psychiatriques et notamment aussi sur les super-héros. Donc là en fait on va passer à une partie, on va donner notre avis global sur le film en quelques lignes en gros. C'est un film en fait que au début je devais détester. Je suis allé au cinéma, j'avais pas envie d'aller le voir. J'avais déjà une idée préconçue sur le film et je dois dire que j'ai adoré. Voilà, c'est le tout premier film de M. Night Shyamalan que j'aime en fait. Et ben moi pour ma part, je m'attendais à apprécier le film. Je pensais j'attendais vraiment un bon film. J'ai pas été déçu. Je suis sorti de la salle, j'étais vraiment content de ce film parce que c'est différent. Ouais. Ça traite du sujet des super-héros, qui est quand même le genre prédominant de notre époque au cinéma, mais ça le traite d'une façon vraiment différente, avec vraiment une touche particulière, quelque chose, à la limite, on s'attend pas vraiment à voir un film de super-héros, si tu veux. Non. Et vraiment, ce qui m'a vraiment accroché au niveau de ce film, c'est la façon réaliste que ça a de traiter le sujet des super-héros. C'est-à-dire que ça nous amène à nous identifier encore plus aux personnages. C'est-à-dire que si moi j'avais un don particulier, une force surhumaine, etc., et ben je m'identifierais. C'est comme ça que tu serais dans la vraie vie, le personnage de David Dunn, qui est au final quelqu'un de lambda, auquel on peut facilement s'identifier. Et c'est vraiment pour moi un des points forts du film. Alors, sachant que, donc, pour revenir, le côté de David Dunn, qui est un humain lambda, on va dire, ça, on le voit déjà dans Incassable. Donc ça, c'est pas du tout un spoil par rapport au film. C'est pas quelque chose de nouveau, on le voyait déjà dans Incassable. Non. Et donc toi, le film, ton ressenti, c'est... Au top. Vraiment un très très bon film. Par rapport aux acteurs, alors moi justement j'ai beaucoup aimé le jeu des acteurs en général, donc que ce soit Bruce Willis, Samuel L. Jackson, mais j'aimerais vraiment m'attarder sur James McAvoy. Il est vraiment convaincant. Déjà dans Split, il était vraiment convaincant de par sa façon de jouer de multiples personnages. Tu me dis si je peux te couper. Ouais. Et là, dans ce film-là, il joue beaucoup plus de personnalité qu'il ne jouait dans Split. C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà, c'est... Donc chapeau pour James McAvoy. Justement aussi, ça faisait du bien, alors je sais pas si t'as fait attention, ça faisait du bien de retrouver les acteurs du film Incassable, notamment le jeune là, donc qui est joué par, alors je me rappelle plus du nom de l'acteur, mais c'est pas grave. Ça faisait du bien et lui aussi justement je trouvais qu'il joue plutôt pas mal. Il joue plutôt pas mal. Alors pour ma part, les acteurs... donc oui, je suis d'accord avec toi, James McAvoy, mais je voudrais quand même souligner la performance de Samuel L. Jackson, qui pour moi, même s'il est assez peu présent à l'écran, je trouve, porte vraiment bien son personnage. Il incarne, il a un charisme, je trouve que... Ouais, pour moi, c'est lui qui porte le film. Côté réel, on retrouve en fait ce que fait d'habitude M. Night Shyamalan, donc on retrouve sa colorimétrie, son style de plan, voilà, donc ça c'est assez classique dans ce qu'il fait, ça m'a pas dérangé, c'était plutôt convenable on va dire, enfin, moi j'ai pas d'appréhension particulière si on peut dire. Par contre, ce que je tiens à noter c'est, moi j'ai eu un problème pendant le film, c'est au tout début, pendant le générique de début, donc la scène d'ouverture,
j'ai pas compris ce qu'il a voulu faire avec son générique. Il nous met une scène qui est censée être angoissante avec de la tension, et en fait, il y a un générique avec des gros titres, donc c'est-à-dire le nom des acteurs, le nom du compositeur, le producteur et tout, et ça s'affiche sur l'écran en gros dans une scène Now, qui est censée être would like angoissante. a Moi, ça PB m'a un and petit peu J sorti du film. sandwich. J'avais pas, pendant une seule seconde, j'avais pas du tout un sentiment d'angoisse. Alors je sais pas si t'as noté. Bah, moi, je t'avoue que par rapport à cette scène, ça m'a pas spécialement choqué. Ouais. Ouais, non, t'as pas de souvenir. Alors moi honnêtement, c'est pour ça que moi je l'ai noté, j'ai pas compris pourquoi il avait fait ça. En fait, il a voulu faire un style. Autant dans Split justement, j'avais adoré l'écran de titre parce que en fait, on voyait bien, il y avait 24 écrans titres avec écrit Split pour en fait pour illustrer les 24 personnalités de Kevin. Et également aussi, on peut faire un rapprochement avec les 24 images par seconde qu'il y a dans les images au cinéma en fait. Donc voilà, mais sinon bon, c'est un des bémols que j'ai à dire pour le film. Et toi sinon Non, bah ce qui m'a vraiment choqué, c'est ces combats assez mal réalisés. Les coups partent pas vraiment, atteignent pas vraiment. C'est voilà, les plans changent. Ça t'a un petit peu sorti du film. Voilà, ça m'a un petit peu sorti du film et je l'ai vraiment marqué. Je me suis dit oula, là on est sur quelque chose de bon. Certes, même si Bruce Willis est un acteur un peu vieillissant, je pense qu'il est quand même capable de donner mieux, surtout face à James McAvoy, surtout face à un combat aussi bestial entre les deux. Je m'attendais à mieux. Et ben justement, tu parles de Bruce Willis qui est vieillissant. Je sais pas si t'as remarqué, moi pendant le film, j'ai trouvé qu'il y avait des rajeunissements numériques de Bruce Willis qui ont été faits, qui sont plutôt pas mal faits justement. Oui. Je sais pas si tu t'en es rendu compte. Je me suis demandé même si c'était des scènes qui étaient tirées d'incassables ou est-ce que ça avait été tourné maintenant. Et franchement, l'effet passe vraiment bien. L'effet est vraiment bien et je pense que oui, donc c'est un rajeunissement numérique. Ouais. Non, très, très très bien réalisé, très très bien fait. On y voit que du feu. Donc là, on va vous parler des faiblesses. Donc qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Alex ? Bah moi, pour moi, la faiblesse du film, donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, donc c'est les scènes de combat qui sont pour moi mal réalisées, enfin du moins la scène de combat à la fin. Ouais. Et sinon, j'ai quand même remarqué quelques longueurs dans le scénario du film. Je sais pas ce que t'en auras pensé, toi. Et ben justement, moi, les longueurs, c'est le gros point noir que je dirais pour ce film. Au bout d'une heure et demie de film, moi, je regardais ma montre, je me demandais dans combien de temps ça se terminait. Le film dure 2h10, mais on va dire que ces longueurs sont complètement éclipsées par la dernière partie du film qui relève vraiment tout le film et qui explique pourquoi le film a dû s'attarder plus longuement sur certaines scènes pour nous amener à un final qui est complètement épique. Donc maintenant qu'on vous a présenté les faiblesses, on va maintenant parler des forces du film. Quentin, à ton avis ? Comme je viens tout juste de le dire, la dernière partie du film qui sublime mais complètement tout le film. Elle relève vraiment le niveau global du film pour atteindre des sommets atmosphériques, si je puis dire. Je suis assez d'accord avec ça, Quentin. Je dirais même que c'est cette scène de fin qui donne sens au film et à toute la trilogie de M. Night Shyamalan. Donc scène de fin dont on reviendra vraiment en détail dans la partie spoiler dans quelques minutes. Et dernier point positif, on est enfin sur un film qui fait honneur aux personnes qui n'ont pas de cheveux. Donc vous l'aurez compris, ça c'est notre avis global. Quentin, ouais. Je crois que je vais spoiler. Non. Ladies and gentlemen, c'est l'instant spoiler. Non, Alex, calme-toi, arrête. Ok, donc là c'est la partie où on va tout spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film, on vous conseille soit d'arrêter maintenant la vidéo pour garder toute la surprise, ou soit on vous aura prévenu, donc là on va tout déchirer. Exactement, on va revenir sur certaines scènes du film et je vais notamment revenir sur le fait de pourquoi c'est un contexte de super-héros qui est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Exactement. Et puis on va aussi revenir sur les scènes de fin, etc., qui sont pour nous un peu la cerise sur le gâteau de ce film. C'est ça. Alors, donc des super-héros mis en scène différemment de ce qu'on a l'habitude de voir, tout simplement parce qu'en fait ce sont des personnes qui sont donc comme vous et moi, et notamment l'intrigue du film se passe sur le fait que on essaie de faire croire à ces personnes à partir du moment où ils arrivent dans l'asile qu'ils n'ont aucune faculté super-héroïque, aucune différence, mais que ce sont des pathologies. Et je trouve ça assez bien fait parce que même moi, en tant que spectateur, j'ai cru. Mais il y a un moment, ils nous mettent le doute justement. Et ouais. oui. Ouais, ça c'est fort. Hein. Et oui, et c'est ce que j'ai trouvé fort dans ce film-là, c'est que moi j'ai cru à un moment que nos héros étaient tarés. Soit tarés ou soit des vraies personnes lambda en fait sans aucun pouvoir.
Exactement. Il y a un moment, la force physique de Kevin, elle est remise en cause. Oui. On lui explique que oui, il a pris une balle, donc c'est dans Split. Il prend une balle de revolver, voilà. Oui, mais c'est pas. En fait, il l'a arrêté parce qu'en fait, c'était une vieille carabine ou un vieux fusil dont les balles étaient périmées, donc ça Exactement. explique ça. Ou encore la faculté à David Dunn de voir les pensées des personnes mauvaises qui seraient alliées à de l'hyper-intuition. Ouais, Ce qui reste, ma foi, tout à fait plausible. oui. Et c'est en ça que cette mise en scène est différente. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément d'origine story classique ou de rencontre classique avec des super pouvoirs qui crèvent les yeux, qui crèvent l'écran même je dirais, mais on est sur des choses qui pourraient s'expliquer. Alors, un truc qu'on n'a pas dit dans la partie no spoil, mais qui est très fort, c'est que c'est quasiment un film. Alors, je dirais pas huis clos, parce qu'on n'est pas du tout dans le huis clos, mais quasiment tout le film se passe dans l'hôpital psychiatrique. Et ça, c'est très fort en termes de mise en scène, Oui. d'arriver à nous maintenir sur un film qui dure 2h10, où au final, moi je m'attendais à ce qu'il y ait plusieurs lieux, justement. Et d'ailleurs, c'est même sous-entendu à un moment dans le film avec les tours Osaka. Point d'ailleurs, moi qui m'a fait un petit peu peur pendant le film, je me suis dit, au moment où il commence à parler du plan machiavélique d'Elijah, avec les tours Osaka, moi je me suis dit, ça va encore finir comme tous les blockbusters là dans une grande tour en mode Die Hard ou même Skyscraper. Moi ça m'a fait penser là avec The Rock. On va avoir Elijah en fauteuil, on va avoir David, enfin on va tous les avoir, ça va être un gros combat là-dedans. C'est vrai que même moi je me suis imaginé un petit peu une scène de film, voilà, combat dans un building en construction, un petit peu comme à la fin de Spider-Man 3. Si tu veux, je sais pas si tu te rappelles, avec tous les méchants réunis au même endroit qui s'affrontent. Ouais. Voilà, je me suis imaginé un petit peu cette scène-là. Malgré que ce film donc, de super-héros les place dans un contexte différent, on voit quand même de nombreuses références au genre, voire de scènes qu'on a déjà vues. Ouais. Notamment la romance entre Kevin et l'héroïne du premier film. Si vous voulez, c'est quelque chose qu'on a vu dans de nombreux films, un petit peu ce parallèle entre la belle et la bête qu'on a pu retrouver dans King Kong, etc. Ou plus récemment qu'on a pu retrouver dans la romance entre Bruce Banner et Natasha Romanoff. Donc quand tu dis donc l'héroïne du premier film, tu parles bien entendu donc de la jeune femme qui est dans Split, hein, c'est pas... Oui, la jeune femme qui est dans Split que l'on retrouve dans Glass. Ok, donc là on va parler donc de la grosse scène de fin qui nous a tous les deux complètement sciés. Vas-y, je te laisse commencer. Et ben moi ce que j'ai adoré donc, dans cette scène de fin, c'est que premièrement, tout le film prend sens, toute la trilogie prend sens, et qu'on a un magnifique double retournement de situation qui est assez exceptionnel. Premier retournement de situation, on est juste à la fin de l'affrontement entre David Dunn et Kevin, tout le monde est à terre, Elijah est blessé, et là des hommes armés viennent et au final descendent tout le monde. Et on se rend compte en fait que notre docteur en psychothérapie fait en fait partie d'une organisation secrète qui vise justement à faire taire à toutes ces personnes donc avec des super pouvoirs. Donc on nous a fait croire jusqu'à la fin du film que ces mecs étaient fous, qu'ils n'avaient pas de super pouvoirs, et juste à la fin, voilà, elle n'a pas réussi à les contenir, et ils sont allés trop loin, elle les descend et elle avoue que les super-héros existent. Et là, on pense que Elijah a perdu, que son plan est tombé à l'eau. Et là, deuxième retournement de situation, Elijah avait prévu ça et a filmé toute la scène. Ça c'est énorme. Ça. Et la diffuse au monde entier. Et là, moi, je m'attendais absolument pas à cette fin. Déjà, je m'attendais à ce qu'ils partent dans un building pour aller faire l'affrontement final, et que le film allait se terminer de façon banale. Et là j'étais vraiment agréablement surpris, et je vais même rajouter quelque chose. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'au final donc, la fin du film repose sur les 3 personnages secondaires, donc un personnage secondaire qui est rattaché à chacun des héros, le fils de David Dunn, la mère d'Elijah, et donc la jeune fille qui est au final amoureuse de Kevin. Et donc c'est eux qui vont diffuser ça, et j'ai vraiment trouvé ça bien. Alors justement, moi j'ai bien aimé le fait que Elijah se serve justement des moyens qui ont été mis par la psychiatre, donc incarnée par Sarah Paulson, pour les détourner contre elle en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est mis en place depuis le début, d'ailleurs de toute façon, moi honnêtement je le sentais arriver, parce que dans tous les films en général, quand on te montre un bâtiment qui est ultra protégé, qui est ultra blindé en sécurité et tout, on sait qu'à un moment donné, ça va se retourner contre
contre les personnages, et bah ça a pas loupé. Mais j'ai quand même bien aimé ce retournement. Je dirais aussi moi que le retournement, en fait, j'ai trouvé que c'était assez couillu de la part de M. Night Shyamalan de faire mourir les 3 personnages. Je veux dire, moi je m'attendais à ce qu'il y en ait au moins 1 ou 2 qui meurent, mais là faire mourir les 3, c'est-à-dire que là tous les espoirs de suite, même si c'était pas prévu, là il y a plus d'espoir de suite. Ou... Si je peux rebondir sur ton idée, Ouais. certes, donc la mort des 3 personnages supprime cette idée de suite avec ces protagonistes-là. Cependant, la fin du film fait que en fait, on ouvre l'esprit du spectateur sur un univers qui n'a pas de limite. C'est ça. C'est-à-dire que, et c'est la première fois qu'un film traite ce sujet, c'est comment, on va dire, l'humanité va accueillir cette nouvelle que les super-héros existent. Il me semble pas que ça a été traité dans un autre film de super-héros, style Marvel, etc. Ça me parle Je pas. trouve que voilà, c'est aussi en ça que le film est différent. Donc vous l'aurez compris, même si c'est un film qui a reçu des critiques quand même assez mitigées de la part de la presse et des spectateurs, bah nous pour notre part en fait on vous conseille d'aller voir ce film. On vous conseille également de vous faire votre propre avis, donc qui est bon ou mauvais. Voilà, nous on n'est pas des critiques de cinéma professionnels, on est juste des cinéphiles. Voilà, allez voir ce film, faites votre propre avis. Tout à fait d'accord, et je pense que ce sera le mot de la fin pour cette critique. On espère vous retrouver donc nombreux sur la chaîne, sur Facebook. N'hésitez pas à faire un petit tour, vous abonner, lâcher des pouces bleus, etc. Allez, ciao ciao. Ciao ciao.